Hello, hello, bonjour et bienvenue sur mon podcast dans le rétro de ma PMA solo. Alors la dernière fois, je t'ai laissé sur une note un peu tristounette puisque j'ai terminé mon épisode en disant je sombre. Et je voudrais commencer celui-ci avec une note beaucoup plus optimiste puisque je ne suis pas du genre à me laisser abattre et je n'allais évidemment pas laisser le pouvoir à des gens totalement lambda de décider de la suite de notre vie, à Chouquette et à moi. Mais avant de démarrer cet épisode, je voulais absolument vous remercier, car aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, nous sommes donc le mercredi 1er octobre. Ça fait donc 3 mois pile poil que j'ai lancé dans le rétro de ma PMA solo. Et j'affiche 1552 écoutes à 15 heures aujourd'hui. Donc j'ai dépassé les 1500 écoutes en 3 mois. Du coup, mais avec une grosse absence au mois d'août. Donc, réellement, merci à toutes de m'écouter. Merci de me partager. Merci de vous abonner. Merci pour les petits mots que je reçois. Vraiment, c'est beaucoup de... Je ne sais même pas comment dire. Je suis tellement touchée. C'est beaucoup d'amour que je reçois, beaucoup de belles énergies. Je suis heureuse que ce podcast vous parle. Je suis heureuse de savoir que vous y trouvez du contenu qui vous intéresse. Et j'ai bien l'intention de continuer sur ce chemin-là et vous en livrer d'autres. Tu es une maman solo qui a choisi de l'être ? Tu fais partie de ces femmes qui ont fait une PMA solo pour accéder à leurs rêves ? Tu es encore en parcours ou en pleine réflexion sur l'après-bébé avant de l'entamer ? Alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Nadège. Jeune quinca dynamique et maman comblée d'une chouquette de 8 ans née d'une IAD à Barcelone. Je vis à Bordeaux et je n'ai aucune famille ici, alors crois-moi tes difficultés, je les connais. Et j'ai à cœur de te partager mon expérience, mon vécu et mon quotidien de maman solo par choix. Alors si je t'ai donné envie d'en savoir plus, cale-moi bien dans tes oreilles, ce moment est le tien. Profites-en et inspire-toi. Donc aujourd'hui, on aborde le 10e épisode et maintenant, je vais le commencer. Donc après m'être pris ce gros coup de massue sur la tête, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire concrètement ? Comment je peux agir, moi, pour que la situation, elle change ? Alors, il n'y a pas 50 000 réponses. Moi, ma réponse, c'est je décide de reprendre mes techniques de visualisation. Alors, ces techniques de visualisation, je les applique dans ma vie depuis déjà plusieurs années, et ce, dans différents domaines. Et pour le coup, elles m'avaient déjà permis de trouver l'appartement dans lequel nous vivions à ce moment-là. Et ce qui était déjà un mouton à 5 pattes, selon mes amis, au moment où j'ai commencé mes recherches. Et pourtant, je l'ai trouvé, cet appartement. Et il répondait quasi à tous mes critères. Je voulais un appartement pas trop petit, mais pas trop grand, en plein centre-ville, avec des commerces, très accessibles. Je ne voulais pas qu'il donne sur la rue, pour des raisons de sécurité. Je voulais qu'il soit près de mon travail. Je voulais pouvoir me déplacer le soir à Bordeaux en prenant un vélo et rentrer en toute sécurité, puisque j'étais seule à cette époque. Et je vivais avec mon chat, pour lequel je voulais un petit extérieur quand même, parce je vendais un appartement avec un petit balcon, donc je voulais mon chat ait un petit extérieur, mais pas quelque chose qui lui permette d'aller sur la rue et voilà, de se faire écraser, quoi. Et vraiment dans un quartier bien défini. Et tout le monde me disait, mais tu te rends pas compte, le marché ne te permettra pas de trouver l'appartement que tu cherches au budget que tu as. Et pourtant, je l'ai trouvé, cet appartement, et il répondait à quasi tous les critères. C'était un appartement comme un loft, en arrière-cour, avec une toute petite cour minuscule qui était en copropriété, mais qui permettait à mon chat de pouvoir passer avec une chatière dans la cour, de faire un petit tour et de revenir sans avoir d'accès sur la rue. C'était une rénovation absolument neuve, donc je n'avais pas besoin de faire le moindre travaux, et ça faisait partie des critères vraiment impératifs. Il était situé à 5 minutes de mon travail à pied. Il était situé à côté d'une station de tram où je pouvais trouver des vélos en libre service ou le tram qui m'emmenait directement dans le centre de Bordeaux.
Bref, j'avais tous les critères et tous les commerces, évidemment, puisque j'étais sur une grande, grande avenue. Donc, j'étais exactement là où je voulais être et j'avais exactement, ou quasi exactement, ce que je voulais avoir. Et pour cela, j'avais énormément visualisé cet appartement. Alors évidemment, je ne savais pas comment allait être exactement, mais j'ai beaucoup insisté dans mes visualisations sur ce que je voulais. Attention à ne pas trop insister sur ce qu'on ne veut pas, parce qu'on y met aussi de l'énergie et du coup, ça vient avec. Notamment, je ne voulais pas qu'il soit sombre. Bon, j'aurais mieux fait de me concentrer sur le fait qu'il soit lumineux parce que la pièce du bas était sombre, puisque en effet, en face de moi, j'avais le bâtiment où habitaient mes voisins et le local commercial qui était au rez-de-chaussée. Donc forcément, la lumière avait bien du mal à rentrer, alors qu'en haut, j'avais un énorme Velux puits de jour qui me permettait du coup d'avoir vraiment une jolie lumière. Après, j'aurais dû me concentrer sur le fait qu'il soit bien isolé parce que pour le coup, il ne l'était pas du tout. Mais bon, voilà, ça pouvait pas être non plus parfait. Toujours est-il que ces techniques de visualisation, je les pratiquais, donc je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais refaire cette technique avec la maison, car lors de la dernière visite, j'avais pris des photos de la maison et je les avais imprimées à mon travail. Je me suis donc posée un soir après l'endormissement de ma fille. J'ai découpé toutes ces photos et puis j'ai pris mon cahier de visualisation parce que à l'époque, je faisais ça vraiment de manière très artisanale. Maintenant, je fais des vision boards sur Canva. Mais avant, je faisais ça de façon artisanale avec des ciseaux, de la colle, la façon classique, quoi. Et puis, tout le long du processus, je m'imprègne vraiment du plaisir, du bonheur d'être dans cette maison. À chaque fois que je regarde une photo, je me dis, mais oui, mais là, ça sera génial. Chouquette, elle pourra jouer dans le jardin. Quand je vois sa chambre, je me dis, on pourra mettre son petit lit ici, elle pourra avoir un petit coffre avec ses petites peluches. Enfin, vraiment, je m'imprègne de cette énergie, de cette belle énergie, et je me remets à y croire. Et je me dis, allez, cette maison, je le sais, elle est faite pour nous. Alors, il faut que je vous raconte quand même un petit peu l'histoire de cette maison qui n'est pas sur le marché parce qu'elle appartient à quelqu'un que je connais, qui est le frère d'une copine. Et cette personne-là souhaitait vendre la maison à quelqu'un de confiance. Et du fait qu'elle soit mitoyenne des deux côtés, il ne voulait pas en fait que ses voisins avec qui il entretenait une très bonne relation aient des soucis avec l'acheteur de la maison. Donc moi, je correspondais aux critères. Et j'avais eu le privilège de la visiter 18 mois auparavant. Ma chouquette était encore dans sa petite poussette. Et c'est vrai que moi, je l'avais trouvée géniale. Je m'étais dit, mais c'est parfait, c'est une petite maison de ville. Je m'éloigne un petit peu au niveau du quartier, mais franchement pas loin. Tout est encore faisable, facilement à pied ou à vélo. Et en plus, elle ne donnait pas sur la rue. Elle était en fond de cour aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment ce que je recherchais, puisque déjà, je ne voulais pas que mon chat ait un accès direct à la rue, alors encore moins ma fille. La mitoyenneté des deux côtés ne me gênait pas. Au contraire, pour moi, c'était plus un critère de sécurité. Donc, elle était parfaite en tout point, mais à ce moment-là, elle n'était pas à vendre. C'était un couple avec une petite fille du même âge que ma chouquette. Elles avaient 1 mois d'écart, mais eux envisageaient d'agrandir la famille, donc forcément, un jour ou l'autre, la maison aurait été trop petite puisqu'elle ne comprenait que 2 chambres, ce qui était parfait pour ma chouquette et moi. Donc j'avais eu ce privilège de la visiter, de me rendre compte que c'était vraiment ce qu'il me faudrait pour la prochaine étape, mais à ce moment-là, de toute façon, je n'étais pas du tout dans l'idée de quitter notre appartement. Chouquette avait 18 mois, j'étais encore dans les affres du postpartum, je gérais ma vie comme je le pouvais, je gérais la fatigue surtout comme je le pouvais, et je ne me voyais pas du tout me remettre dans un projet immobilier de vente-achat parce que je l'avais fait précédemment et je savais l'énergie dont j'avais besoin, l'énergie que ça demande de gérer 2 projets comme ça, d'achat et de vente en même temps. Et réellement, à ce moment-là, j'en avais pas du tout. Cette énergie-là, non, je ne l'avais pas. Mais quasiment 1 an et demi après, quand la situation du couple a changé, qu'ils attendaient leur 2e enfant et que là, ils voulaient vraiment
vendre la maison. C'est donc moi qu'ils ont appelé en premier. Et moi, ça allait mieux à ce moment-là, puisque j'avais passé les affres des problèmes au travail. J'avais de nouveau un job qui me plaisait. Ça allait quand même mieux avec ma chouquette. Donc, je me suis dit, bon, là, clairement, cette maison, elle se représente une deuxième fois à moi. C'est pas pour rien. Elle répond quand même à beaucoup, beaucoup de critères. Donc, oui, allons-y. Je sais que ça va me demander de l'énergie, mais tant pis, c'est pour notre avenir. À Chouquette et moi, on a besoin de plus d'espace. Je commençais à avoir les limites de l'appartement que j'avais réaménagé plusieurs fois et je me suis dit allons-y, on a besoin de plus d'espace. Donc, je me dis ok, c'est bon, je vais la revisiter bien évidemment. Et je signe le compromis, donc comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, début de... Donc tout ça pour dire que cette maison, c'était pas anodin. Je l'avais quand même vue 2 fois, elle n'était pas sur le marché, elle m'avait été directement adressée. Et là, d'un seul coup, tout s'arrêtait à cause d'une conseillère bancaire qui n'avait pas fait son travail comme il fallait et de soucis, en effet, de prêt immobilier. Donc moi, j'étais pas d'accord avec cette situation et je me suis dit, eh bien, je vais donc la visualiser. Et donc tous les matins et tous les soirs, je m'endormais le soir en nous visualisant, Chouquette et moi, dans cette maison, en visualisant le bonheur que ce serait d'y vivre déjà. Le matin, quand je me réveillais, ma première vision aussi, c'était de nous voir dans cette maison, en train de prendre notre petit déjeuner, moi en train de prendre mon café sur la terrasse au soleil. Ça, c'était vraiment une visualisation sur laquelle j'ai énormément insisté. De ressentir ces rayons du soleil qui me chauffent la peau tout en dégustant mon café, c'était vraiment quelque chose de très, très important pour moi. Et je laisse le cahier ouvert en grand. Toute la journée, je passe devant parce que, évidemment, l'espace est petit, donc je ne fais que passer devant, le regarder à chaque fois, j'y jette un coup d'œil, je regarde, je souris et je me dis, ça va le faire, cette maison, elle est pour nous. Elle est pour nous, j'en suis sûre. Mais je n'ai toujours pas la solution de savoir comment je vais l'acquérir. Donc, je fais confiance à l'univers. C'est mon credo. Alors, il faut savoir que mes voisins d'en face étaient intéressés par le fait d'acquérir cet appartement. Parce que eux, le fait de l'acheter, ça leur donnait la propriété de la petite cour. Parce que c'était une copropriété de 3 et il y avait le local commercial devant qui, eux, n'avaient pas le droit, n'avaient pas accès à la courette. Alors que mes voisins et moi, en fait, c'était notre lieu de passage, en fait. On rentrait chez nous par cette petite cour. Et le fait de racheter mon appartement leur permettait du coup d'avoir l'usage unique de la cour. Et au tout début de la mise en vente, donc ils m'avaient parlé de leur intention de peut-être l'acquérir. Et ils avaient même été voir leur banque qui leur avait donné un accord de principe sur le prêt. Mais le problème, c'est que moi, quand je l'ai fait estimer, cet appartement, la valeur n'était pas la même et que le prix de vente au départ que j'avais envisagé. Et comme on m'a fait miroiter plus, forcément, je l'ai mis en vente à plus. Et là, pour le coup, mes voisins ne pouvaient pas aller au-delà de la somme initiale, donc c'était plus possible pour eux. Et puis un jour, donc je vois mon voisin descendre et je l'interpelle depuis la fenêtre et je lui dis au fait, je ne sais pas si vous savez, mais donc j'ai rebaissé le prix de l'appartement puisque avec le Covid, les extérieurs étaient très recherchés et moi je n'avais pas d'extérieur étant donné que la courette était une copropriété. Donc je suis revenue à la valeur initiale de l'appartement. Et là, lui me dit, écoutez, oui, c'est gentil de m'en parler, mais c'est vrai que nous, on est parti sur un autre projet. Donc, on n'est plus intéressé pour l'acheter. Donc, je suis un peu dépitée parce que c'est vrai que j'avais une petite lueur d'espoir. Je m'étais dit que si c'était eux qui achetaient l'appartement, ça pourrait peut-être un peu débloquer la situation. Mais bon, c'est apparemment plus d'actualité pour eux. Donc, je me dis, c'est que ça doit être encore autre chose. Il doit y avoir une autre voie, mais laquelle, vraiment, je ne sais pas. Et là, nous sommes en mai, on n'a pas encore été déconfinés. Et on est sur un jour férié. Alors, un pont, je ne sais plus lequel, peut-être l'Ascension, je me souviens plus. Et un matin, je suis en train de boire mon café tranquillement. Chouquette n'est pas réveillée.
Et mes 2 voisins, le couple, descendent et me disent on voudrait vous parler. Et là, ils m'expliquent qu'ils ont reparlé de l'appartement et qu'en fin de compte, ils sont toujours intéressés pour l'acquérir. Et je me dis non, mais c'est pas vrai. Et ils me disent mais en plus, on a vraiment l'accord de la banque, on les a recontactés, ils nous ont envoyé un papier, donc on est OK pour le prêt, on vous fait une offre. Et là, explosion de joie, quoi. Je me dis oh, aïe, 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 yes, c'est ça, c'est bon, ça y est, c'est fait, je vais vendre l'appartement. Mais en plus, et c'est ça le plus important, et c'est là où vraiment tout s'arrangeait, ils me disent mais évidemment, on n'est pas pressé de l'acquérir parce que nous, c'est pas pour l'habiter, c'est pour en faire un autre usage et notamment certainement un bureau. Et donc, on vous laisserait avec Chouquette, locataire de l'appartement, le temps que vous puissiez acquérir la maison. Donc, autant vous dire que là, la solution rêvée, mais rêvée, je n'y croyais même pas. Et je me suis dit, mais waouh, c'est fantastique et merci mes visualisations, merci l'univers parce que là, je sens que la situation se débloque et c'est juste fantastique. Donc, je baigne dans cette énergie toute la journée parce que comme c'est un jour férié, je ne peux rien faire. Et dès le lendemain, j'appelle le clerc de notaire et je lui explique la situation. Il me dit, mais c'est fantastique, en effet. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que même si le compromis a été annulé, on va voir ce qui est possible de faire pour pas vous faire payer les frais sur le deuxième compromis. Il me dit de contacter le vendeur de la maison et qu'on allait pouvoir, sceller ça très rapidement. Donc, forte de cet enthousiasme et de cette énergie, j'appelle avec toute ma candeur le vendeur. Et là, gros coup de massue, deuxième gros coup de massue. Ils ne veulent plus vendre. Ils ne veulent plus vendre. Oui, le bébé arrive, mais ils vont se débrouiller avec la chambre pour l'instant. Le deuxième bébé est une fille aussi, donc ils vont les mettre ensemble dans la même chambre. Et là, clairement, ils ne veulent plus vendre. Ils préfèrent rester là. C'est un sas de sécurité pour eux. Ils verront bien plus tard parce que comme leur projet à eux est tombé à l'eau vu que mon prêt n'a pas été accordé, eh bien, en fait, et eux, c'était un projet de rénovation. Donc là, ils se sentent pas là. Ils sont à quelques semaines d'accueillir leur deuxième petite fille et ils se sentent pas de se remettre dans un projet de maison avec travaux. Ce que je comprends parfaitement. Oh là là, je le comprends. Mais imaginez juste la déception et même pas la déception. Imaginez juste ce que je ressens à ce moment-là. Et à cause de ça, j'ai Chouquette qui me sollicite énormément. Et maman veut jouer, et maman je fais ça, et maman on fait ci. Et là, j'y arrive plus, quoi. Je lui dis non, mais là, il faut me laisser du temps, là. Je peux pas assimiler, cumuler les mauvaises nouvelles et jouer avec toi comme si de rien y était. Mais elle y peut rien. Elle a 3 ans, elle comprend pas tout ce qui se passe. Ou du moins, elle comprend les choses parce qu'elle voit sa maman, elle voit les émotions de sa maman qui changent énormément et c'est très compliqué pour elle de le gérer aussi. Donc forcément, comme elle sent que je ne suis pas comme d'habitude, elle va avoir des comportements qui vont encore plus exacerber mes émotions et qui vont me faire vriller, alors elle veut juste retrouver sa maman, mais c'est très, très compliqué. Là, je ne peux pas tout gérer. Je suis à un moment de ma vie où je cumule l'enfermement, l'isolement, les déceptions, les joies certes d'être avec elle et de faire beaucoup de choses avec elle, mais je cumule beaucoup de négatifs et je peux pas tout gérer. C'est très, très, très difficile là dans ma tête. Et surtout, je ne vois pas encore quelle est la prochaine issue. Parce que si les vendeurs ne veulent pas vendre, ça veut dire qu'il faut que je trouve une autre maison. Et donc, remettre de l'énergie dans la recherche d'un bien immobilier qui, en plus, peut prendre plus de temps. Mes voisins sont quand même des gens très conciliants et adorables, mais ils vont pas non plus attendre 1 an pour avoir l'usage de leur appartement. Ils vont pas me le louer 1 an. Ils vont me le louer quelques mois, tout au plus. Donc c'est très difficile pour moi et je peux pas sortir, je peux pas prendre l'air, je peux pas évacuer toutes ces émotions. Je ne peux que les reporter sur ma fille, donc c'est très compliqué. Et puis, quelques jours plus tard, pas longtemps, hein, peut-être 2 ou 3 jours plus tard, de nouveau un coup de fil du couple de vendeurs et là, ils me disent « Ok, c'est bon,
on est OK pour vendre. Par contre, il nous faut une vente longue. J'ai dit, c'est parfait parce que moi, j'ai de toute façon besoin de vendre l'appartement pour pouvoir acheter la maison. Donc oui, ça me va bien. Et on raccroche en concluant qu'on signe un compromis très rapidement et on conclura la vente, on signera l'acte authentique fin octobre au plus tard. Donc enfin, je vois la lumière au bout du tunnel. Enfin, les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement et notre avenir se dessine dans cette jolie petite maison de ville où je nous ai tant visualisé, ma fille, mon chat et moi. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que j'avais besoin de ces nouvelles-là. Et ça va me redonner un peu d'énergie parce que à côté de ça, j'ai plein d'autres choses à gérer puisque c'est l'année de l'entrée à l'école pour ma fille. Elle est censée rentrer en petite section en septembre. Et donc, il y a toutes les formalités à faire, à savoir l'inscription à l'école, l'inscription à la cantine, à la garderie, au centre de loisirs pour le mercredi. Bref, j'ai plein de documents à réunir et je n'ai toujours pas d'imprimante. Donc, c'est un petit peu compliqué. Heureusement, entre-temps, on a été déconfinés. Oui, j'ai oublié de le dire, un peu chronologiquement. On a été déconfinés, mais la crèche reste fermée. Donc, pour nous, en fait, ça change pas grand-chose. Moi, je n'ai pas repris le travail. Je suis toujours en chômage partiel et la crèche est fermée. Donc, on peut sortir un petit peu plus, on va dire, avec des masques. Bien sûr, l'arrivée des masques, mais quand même pas la vie qui reprend, quoi. Heureusement, j'ai une amie qui travaille vraiment à côté de chez moi et qui me propose d'utiliser l'imprimante de l'agence où elle travaille pour que je puisse constituer le dossier de l'inscription à l'école de ma fille. Et à côté de ça, il a fallu aussi organiser les vacances parce que commençait à entrevoir la possibilité de partir en vacances. Mais rien n'était sûr, rien n'était certain. Tout était incertain en 2020. Donc, d'un autre côté, je commence à m'occuper d'une location d'un studio au Cap Ferret, puisque avec mon CE, j'avais la possibilité de louer à des prix très compétitifs. Il y a également des vacances en famille qui se dessinent. Ma sœur aînée me propose de partir avec elle, son mari et ma maman, qui a 80 ans passés, et qui a beaucoup souffert de l'isolement, du confinement aussi, de son côté, puisqu'elle habite près de Toulouse à ce moment-là. Et ma sœur me propose de louer un appartement ensemble, près de chez mon oncle, donc le frère de ma mère, près de Perpignan. Mais tout ça, ça demande pas mal d'organisation. Et j'ai toujours ma fille à occuper 12 heures par jour. Ne pas oublier que ma situation n'a pas changé. La vie reprend autour de nous, tout le monde s'active. Le rythme reprend. Tous les jours, je suis sollicitée pour des deadlines, les papiers pour l'école, les papiers pour la garderie, l'inscription à la cantine, la location pour cet été. Mais pour moi, rien ne change. J'ai toujours ma fille, 12 heures par jour, à occuper puisque la crèche est fermée. Donc, tant bien que mal, j'arrive à me sortir de tout ça parce que il y a quand même plein de perspectives positives à venir et donc moi j'avance comme ça avec des buts à atteindre dans ma vie. Donc je suis quand même dans un courant positif et je gère. De toute façon, j'ai pas trop d'autres choix. Mais ça pèse quand même sur mon système nerveux. Je me rends pas compte vraiment à ce moment-là de ce que je cumule. On n'est pas loin des 3 mois de confinement et je cumule. Mais je m'en rends pas compte. À ce moment-là, vraiment, je suis en mode on va y arriver, quoi. On va s'en sortir, la vie va reprendre. Donc, je ne m'attarde pas sur ce qui peut se passer en moi quand ma fille crie, quand ma fille s'oppose, quand ma fille se met en colère et qu'elle s'oppose vraiment à moi. Je me dis, bon, de toute façon, c'est la phase classique d'opposition, donc il faut juste y faire face. Et encore une fois, je fais face. Je ne m'attarde absolument pas sur ce qui peut se passer en moi à ce moment-là. Puis enfin, après 81 jours exactement, la crèche rouvre. Et notre déconfinement à nous peut enfin commencer. Et là, je vous jure que je chante sur les toits le fameux « libéré, délivré ». Bon, je ne vais pas vous la mettre en tête. Pardon si c'est déjà fait. Mais là, réellement, j'avais atteint mes limites ou en tout cas, je pensais, c'est toujours pareil, quand la situation change, on se dit j'avais atteint mes limites, mais en fait, je pense que je les avais déjà dépassées. Donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. Je vais enfin reprendre le travail
à raison de 3 jours par semaine, parce qu'encore une fois, mon activité d'organiser des réunions, des voyages et tout ça, on n'est pas au top de la reprise à ce niveau-là. Et ça va me laisser 2 jours pour moi. Enfin, un peu de répit. Enfin du répit. Merci, merci, merci. Chouquette, elle est heureuse de son côté, évidemment, de retrouver la crèche et ses copains et copines de crèche, même si me quitter le matin, c'est difficile. Hein. Bah oui, forcément, quand on passe 81 jours enfermé avec sa maman, clairement, c'est une deuxième phase de séparation qui est un peu compliquée à vivre pour elle. Et du coup, il y a beaucoup d'émotions qui se traduisent le soir en colère pour maman. Voilà. Ça continue et c'est normal, c'est classique. Encore une fois, je ne m'attarde pas plus là-dessus. Je sais que tout ça est normal et je ne m'attarde pas sur ce que je ressens moi. Donc la vie reprend peu à peu son rythme. Nous signons le compromis pour la vente de l'appartement. Nous partons en vacances. On profite de la liberté retrouvée, de cette liberté dont on a tellement été privés. On profite en famille. Et puis septembre arrive. Et c'est la rentrée à l'école pour ma Chouquette et une totale découverte pour elle puisque, en raison de la situation sanitaire, il n'y avait pas eu de prévisite de l'école en juin comme cela se fait habituellement. Et le premier jour de l'école arrive, ma Chouquette est toute heureuse, toute fière d'avoir son petit sac, sa petite robe. Elle est trop contente d'aller à l'école. Elle avait vraiment besoin de passer à autre chose. La crèche était finie, elle était grande, elle allait à l'école, elle était toute contente. Et puis, évidemment, quand on arrive dans une pièce où tout le monde est masqué. Les maîtresses sont masquées, le directeur est masqué, les ATSEM sont masqués, le personnel est masqué, tout le monde a des masques. Alors, c'est pas que c'est une vraie surprise parce que on se balade dans la rue, les gens sont masqués. Mais là, quand on arrive dans cette grande pièce avec tous ces gens avec des masques, dont tous les parents sont masqués également, y compris moi, et tous ces petits bouts de choux qui regardent autour d'eux ce nouvel environnement dans lequel on va les laisser dans pas longtemps, là, tous les parents vont partir, on va les laisser. Et en plus, ils n'ont que des yeux comme repère. On sait même plus, même moi, à un certain moment, je me demande où est passée sa maîtresse, parce que j'ai pas retenu comment elle était habillée. Et du coup, je la cherche, je la vois plus. J'ai un peu de mal à la situer, vu que je ne la connaissais pas. Et ouais, là, c'est un petit peu compliqué parce que on est quand même sur une rentrée totalement inhabituelle. Mais ça va. Ma Chouquette, elle a l'air de prendre ça bien comme il faut. Elle a vu des jouets, elle va vers les jouets. Donc voilà. Moi, je reste un petit peu. Puis à un certain moment, je vais la voir. Je lui dis, je vais y aller. Je vais aller travailler. Et elle me dit, oui, au revoir, maman. À ce soir. Donc bon. Parfait, hein. Moi, j'ai la réaction parfaite. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits qui se mettent à pleurer de partout. Et non, moi, elle part vivre sa vie. Elle part, à ce soir, maman, bisous, voilà. Donc, je suis soulagée, évidemment. Et en même temps, je suis hyper peinée parce que je me dis, mais c'est pas possible, tous ces petits bouchons là qui commencent l'école et voilà, qui ont personne, quoi. Ils n'ont que des yeux pour repère. C'est compliqué quand même, hein, quand ils sont tout petits comme ça. Et je suppose que si tu as déjà vécu la rentrée de ton enfant, et si ce n'était pas pendant la crise sanitaire, tu sais ce que c'est, et que la première rentrée de ton enfant, on est déjà dans des émotions assez fortes, les enfants aussi, mais alors en plus, avec uniquement des yeux pour repère, ouais, c'est pas la rentrée la plus facile qui soit. Et là encore, ma Chouquette gère la journée et le soir. Et bien forcément, toutes les émotions accumulées dans la journée se traduisent en cris, en pleurs et en colère. Et c'est donc moi le réceptacle de tout ça. Et moi, parallèlement, j'ai donc repris le travail 3 jours par semaine. Je recommence à organiser quelques déplacements, quelques réunions et aussi pas mal de formations, puisque ça faisait partie aussi de mon travail, d'organiser les déplacements pour les formations. Sauf que le souci d'être en pleine crise sanitaire, c'est qu'en fait, toutes les semaines, j'organise des choses que la semaine d'après, je suis obligée d'annuler. Voilà, mes semaines, c'est ça. En permanence, j'organise et
Je suis obligée d'annuler la semaine d'après. Pourquoi? Crise sanitaire, cas contact, cas de Covid. Et donc, il faut tout annuler. Donc, toutes mes journées, je les passe à ça. Organiser, annuler. Et ouais, c'est quand même un peu pesant, surtout quand ça s'accumule. Et que le soir, je retrouve ma chouquette qui, elle, donc me déverse toutes ces émotions, ces frustrations de la journée. Encore une fois, ça cumule. En parallèle de tout ça, il faut aussi conclure les affaires immobilières. Donc, on signe l'acte authentique pour l'appartement avec mes voisins. Alors, c'est assez marrant ça parce qu'un matin, je pars travailler, je suis encore propriétaire de mon appartement. Et puis, le soir, je rentre et j'en suis devenue locataire. C'est une situation assez unique, mais qui me permet de passer cette phase de transition immobilière avec plus de sécurité. Et pour ça, vraiment, je remercie encore énormément mes anciens voisins. Puis dans toute cette folie de la rentrée, il y a aussi un gros sujet qui arrive là très très rapidement, c'est le déménagement. Et là, je prends conscience de tout ce qui m'attend, de tout ce que je dois faire. Les démarches, les cartons, et je viens de reprendre mon travail à temps plein. On est mi-septembre, fin septembre, je crois, je viens de reprendre mon travail à temps plein et j'ai tout ça à organiser. Et là, j'avoue, je suis un peu au creux de la vague. Je fatigue. Clairement, je fatigue. Je fais toute la partie administrative, l'électricité, fournisseur Internet, les démarches aux impôts et tout ça. J'essaye de faire ça pendant mon temps de travail à la journée parce que les journées ne sont pas non plus totalement remplies encore à ce moment-là, dû toujours à la situation sanitaire. Donc, j'essaie de m'avancer le plus possible sur tout ce qui est démarches administratives. Mais pour les cartons, je peux rien faire. Et surtout, je n'ai ni l'énergie de faire des cartons le soir quand je rentre ou le week-end, ni la place pour les stocker. Je n'ai pas de pièces, je n'ai pas de placard, je n'ai pas d'endroit où stocker mes cartons. Donc, je ne peux pas commencer à les faire. Ce n'est pas possible. Et quand je réalise le peu de temps que je vais avoir pour les faire, je me dis, mais c'est pas possible, je trouve une solution. Là, je me sens totalement submergée. Vraiment, je perds pied. Là, j'en peux plus. J'y arrive plus. Je n'ai plus aucune énergie. Et pourtant, il faut que j'en trouve. Parce qu'un déménagement, ça demande de l'énergie. Je pense que si tu as déjà déménagé dans ta vie, tu sais de quoi je parle. Donc, je décide de me faire aider. Mais je ne prends pas de déménageur. Je fais plutôt appel à une home organizer. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est une home organizer, c'est une personne qui vient t'aider à ranger chez toi, à faire en sorte que ta maison soit présentable et qu'il n'y ait pas du fouillis partout. Elle t'aide à t'organiser aussi pour que tu puisses garder un semblant d'aménagement. Et tu vas me dire, oui, mais alors là, je vois pas trop le rapport avec un déménagement. Eh bien, j'y viens. Je suivais depuis quelque temps une home organizer que j'avais rencontrée à un salon sur l'enfance qui s'appelle Fée du Tri. Fée comme une petite fée. Elle s'appelle Elodie. Je la suivais sur son compte Instagram et j'aimais beaucoup sa vibe, son énergie. Et j'avais vu à un certain moment qu'elle avait aidé quelqu'un pour un déménagement. En fait, au lieu de l'aider à ranger, elle l'avait aidé à ranger dans des cartons. Elle l'avait aidé à faire ses cartons et elle l'avait aidé à se débarrasser des choses qui ne lui servaient plus. Et donc, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. J'ai besoin de cette aide-là, car je ne me sens pas là de faire des cartons, de faire des choix, de faire du tri. C'était au-dessus de mes forces. Réellement, je me sentais tellement submergée et surtout par la charge à venir, la charge mentale là, qui était en train d'exploser, tout ce dont j'avais à penser, à organiser, sans compter qu'il y avait également le prêt immobilier à trouver. Oui, parce que certes, ma banque m'avait dit qu'il fallait que je vende mon appartement avant d'acheter ma maison, mais il ne m'avait pas pour autant accordé un prêt de principe. Il fallait quand même que je fasse un dossier, que je refasse un dossier, qui n'était pas un dossier de prêt-relais cette fois, mais un prêt simple. Donc, il y avait aussi toutes les démarches pour ce prêt. Donc là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Je décide donc de m'offrir les services de cette home organizer, Elodie, la fée du tri, pour une demi-journée. Alors oui, ça coûte un petit billet quand même, donc je ne pouvais me payer qu'une demi-journée, mais c'était déjà beaucoup et réellement, je ne le regrette absolument pas. Elle a été terriblement efficace et on a réussi à faire tous les cartons de la pièce du haut, c'est-à-dire ma chambre, le coin nuit de ma chouquette
et la zone dite de rangement/bordel, hein. Soyons honnêtes. Et tout ça en une demi-journée. Parallèlement, j'avais des meubles dont je voulais me débarrasser, que je ne voulais pas forcément vendre parce que ça m'aurait pris trop de temps, récupérer très très peu d'argent. Donc, elle m'a proposé de les mettre sur une application de dons et c'est ce qu'elle a fait. Et pendant qu'on faisait les cartons, j'ai vu des gens arriver chez moi, défiler et repartir avec mes meubles. Donc, réellement, quand la demi-journée s'est terminée, j'avais, on va dire, une quinzaine de cartons de faits, quoi. Donc, waouh, oui, grande efficacité. Et puis, les meubles étaient partis, donc j'avais enfin de la place pour mettre les cartons. Au-delà de tout ça, il faut aussi que je m'occupe du jour du déménagement en tant que tel. Et pour ça, je mobilise mes copains et ma sœur aînée, qui est aussi un soutien précieux, puisqu'elle va venir une semaine pendant les vacances scolaires d'automne pour m'aider à gérer ma fille, finir les cartons, puis m'aider aussi à emménager. Donc ça, c'est vraiment un grand soutien, vraiment très précieux. Elle le sait, mais je lui fais un big clin d'œil à ma sœurette, parce que je pense qu'elle va écouter cet épisode. Et donc, quand ma sœur arrive, on est pendant les vacances de la Toussaint, ma fille est au centre de loisirs la journée, et avec ma sœur, on s'affaire toute la journée à finir les cartons, et également commencer à les entreposer dans la maison, puisque, entre-temps, j'ai signé l'acte authentique de vente, et je suis enfin propriétaire de cette jolie petite maison, tant convoitée. Donc, nous, on s'affaire toute la journée, on fait des cartons, on fait du tri. C'est enfin un bon moment parce que je suis avec ma sœur, quoi, donc ça fait du bien, on parle beaucoup. Le soir, on récupère ma fille et puis on passe une bonne petite soirée toutes les trois. Et puis 2 jours avant le jour J du déménagement, son parrain vient la récupérer pour nous laisser l'espace libre de déménager, parce que déménager avec une petite fille de 3 ans et demi dans les pattes, c'est juste pas possible. Et j'ai fait appel à ma famille de cœur et elle passe 4 jours au grand air à la campagne avec les chevaux. Donc elle est ravie. Le jour J, mes amis sont donc présents, mes amis de Bordeaux bien entendu, mais également mes amis de Toulouse. Car si vous avez écouté mes premiers épisodes, vous savez que j'ai mon meilleur ami qui vit sur Toulouse à ce moment-là et qui m'a aidé donc dans mes périples pour aller jusqu'à Barcelone pour les inséminations. Et donc ce meilleur ami est également présent. Il a répondu présent pour mon déménagement comme il l'a fait pour tous mes précédents déménagements. Et c'est lui qui conduit la camionnette qui va transporter les meubles. Il est venu également avec un ami que nous avons en commun. Donc ça fait du bien, je vois du monde, je vois mes amis, et même si on est dans un contexte de déménagement, donc pas le plus sympa, pas le plus convivial, mais en fait, si cette journée, elle va quand même être très conviviale. Il y a beaucoup de rires, il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup d'échanges et ça fait du bien. Ça fait vraiment un bien fou. Pour moi, c'est une vraie bulle d'oxygène dont j'avais vraiment, vraiment besoin à ce moment, après avoir vécu tout ça. Alors moi, j'avais prévu, pour que ce soit encore un peu plus convivial, une fois que le déménagement aura eu lieu effectivement, de pouvoir ouvrir une bouteille de champagne, commander des pizzas et puis partager enfin un moment de calme avec mes amis. Mais ça s'est pas passé tout à fait comme ça parce que malheureusement, les Toulousains étaient déjà sous couvre-feu, parce que oui, en effet, la ville de Toulouse a été sous couvre-feu. Et à cette époque, il fallait qu'ils soient rentrés donc avant 19h. Donc ça fichait en l'air toutes mes prévisions de crémaillère carton, comme je les appelle, bouteilles de champagne et pizza. Et en plus, la plupart de mes amis bordelais étaient déjà également rentrés. Donc ça m'a laissé un petit goût amer dans la bouche, mais malheureusement, on n'avait pas le choix, il fallait se conformer. Et en plus, on commençait déjà à entendre parler du deuxième confinement qui allait certainement avoir lieu quelques jours après, soit à la rentrée scolaire. Donc heureusement que ma grande sœur était encore là, heureusement, elle ne repartait que le lendemain soir. Ça nous a permis quand même de passer un petit moment toutes les deux et enfin de pouvoir me réjouir d'être dans cette maison. De me dire que j'avais vraiment eu raison d'y croire et que j'avais vraiment eu raison de la visualiser parce que ça y est, nous y sommes. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que le premier matin où j'ai pris mon café sur cette terrasse, je l'ai savouré, oh oui, je l'ai savouré, mais j'ai surtout eu une petite impression de déjà vu, de déjà vécu. Et ça, c'est la magie de la visualisation et de la manifestation.
et je vais m'arrêter sur cette belle réflexion pour aujourd'hui. Alors, je sais que j'avais prévu de traiter ce burn-out parental sous la forme de 2 épisodes, mais au fur et à mesure que je parle, je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup à dire. Donc, ça fera également l'objet d'un 3e épisode. Parce que ce burn-out parental, il n'est pas arrivé d'un coup, il n'a pas été le résultat que du confinement, il y a eu beaucoup d'accumulation par la suite. Et je pense vraiment qu'il est important que je développe tout ça pour que vous compreniez, que vous réalisiez à quel point l'épuisement de tous les jours, celui qu'on ne voit pas quand on est à gérer sa vie de maman solo par choix, cet épuisement est insidieux, il est silencieux, il s'accumule. Puis un jour, la sonnette d'alarme retentit, mais il est souvent déjà trop tard. On a déjà dévalé la pente et croyez-moi, elle est très dure à remonter. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas rater les prochains et surtout la suite de cette trilogie, on va dire. N'hésite pas également à m'envoyer un petit mot pour me dire ce que tu en as pensé sur Insta ou par mail à l'adresse dans le rétro de ma PMA solo @gmail.com. À mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify puisque ce sont les 2 plateformes qui les autorisent aujourd'hui. Cela m'aidera à faire connaître le podcast pour qu'il arrive jusqu'aux oreilles de toutes les femmes qui en ont besoin. Et bien sûr, à le partager autour de toi pour qu'il puisse servir au plus grand nombre. Je t'envoie de belles ondes pour ta journée, ta soirée ou ta nuit en fonction du moment où tu m'auras dans tes oreilles. À bientôt. Bye bye.